La colonisation de l'Afrique par les Européens a commencé bien plus tôt que certains ne l'imaginent. Des colons helléniques aux mœurs de prédateurs s'emparent de l'Égypte des pharaons et la transforment à leur guise. Écoutons à cet effet le test d'Henri Riard avec Jean Davis. À la mort d'Alexandre le Grand, son empire comprenait la Macédoine, une grande partie de l'Asie mineure, la côte est de la Méditerranée, l'Égypte et s'étendait vers l'est en Asie jusqu'au Pendjab. Après sa mort survenue en 323 avant notre ère, 3 dynasties issues de 3 de ses généraux étaient bien implantées pour diriger l'empire, les Antigones en Macédoine, les Séleucides dans ce qui avait été l'empire perse en Asie, et les Ptolémées en Égypte. Les Ptolémées règnent 3 siècles sur l'Égypte, ouvrant une période très différente des précédentes dans l'histoire de ce pays, au moins dans les formes externes de sa vie et de sa géographie politique. L'Égypte devait passer ensuite sous la domination romaine. Un État d'un type nouveau en Égypte. Une économie de guerre, le moteur de la puissance lagide. Le premier point saillant est que la politique économique des Ptolémées est dictée par la géopolitique. La thalassocratie coûte cher, car pour rivaliser avec les Séleucides en Syrie, l'Égypte doit contrôler la Méditerranée orientale. Cela impose une marine puissante et des mercenaires, générant des dépenses colossales. Des projets presque démesurés, comme l'importation de bois stratégiques et surtout la mise en place de bases de chasse à l'éléphant en Somalie, avec des navires spécialisés pour leur transport. Cette logistique militaire a des retombées scientifiques majeures, notamment la découverte du mécanisme des moussons paripales, facilitant les routes vers l'Inde. Pour financer cette démesure, les Lagides instaurent un système économique centralisé et rigide. L'État contrôle les denrées vitales, notamment le blé, stocké à Alexandrie. Ce blé sert de monnaie d'échange internationale contre des matières premières, fer, goudron, et de levier politique pour nourrir la population urbaine. Contrairement aux anciens pharaons perçus comme des coordinateurs, les Lagides agissent en prédateurs. Ils exploitent le sol et les paysans sans se soucier de leur bien-être, cherchant uniquement à maximiser le profit du trésor royal. Les tentatives d'introduire des cultures grecques, comme le baumier, se heurtent à la résistance des paysans égyptiens, illustrant le fossé entre la classe dirigeante hellénique et la base indigène. Malgré ce caractère artificiel, cette période marque un âge d'or pour l'industrie de transformation. Alexandrie devient le point de passage obligé des produits de luxe, ivoire, or, pierres précieuses, soieries, venant d'Afrique et d'Asie pour être redistribuées en Méditerranée. Le développement de manufactures de pointe. Le monopole du papyrus. L'innovation dans le tissage, introduction de la laine et de nouvelles races de moutons. L'apogée de l'art du verre et de l'orfèvrerie. L'État lagide a réussi une impulsion économique vigoureuse mais fragile. C'est une économie sous tension et qui dépend d'un contrôle militaire permanent des mers. Dès que la puissance militaire décline, l'Égypte se replie sur son modèle traditionnel. Le legs le plus durable de cette période ne sera finalement pas son système économique prédateur, mais les échanges culturels et scientifiques nés de cette ouverture forcée sur d'autres mondes. Une révolution financière au service de la couronne. L'une des innovations majeures des Lagides est l'instauration d'un système financier ultra-performant. Pour la première fois, l'Égypte se dote d'une banque centrale d'État à Alexandrie, maillant le territoire par des succursales dans les nomes et les villages. Ce système gère les transactions royales mais tolère aussi des banques privées secondaires. Pour s'intégrer au commerce international, les Ptolémées adoptent une monnaie de qualité alignée sur les standards hellénistiques, facilitant les échanges avec la Grèce et l'Asie. Cette administration fiscale, bien que sophistiquée, pèse lourdement sur la population.
Elle sert avant tout à maintenir le train de vie fastueux de la classe dirigeante grecque. Une société à deux vitesses, inégalité et résistance. Les postes de hauts fonctionnaires, d'officiers et d'entrepreneurs sont quasi exclusivement réservés aux Grecs. Ils bénéficient d'exemptions fiscales et de l'accès à la propriété foncière. À l'inverse, les Égyptiens sont souvent réduits au rôle des outils dociles. Ils subissent les corvées, canaux, mines, et l'endettement auprès des étrangers. Cette pression entraîne des conflits fréquents. La résistance des paysans prend souvent la forme de la fuite, anachorésie, ou du refuge dans les temples, sous la protection des dieux. Le système n'est pas totalement hermétique. Des Égyptiens, comme l'historien Manéthon, parviennent à s'intégrer à l'élite par la collaboration et l'acculturation. Le syncrétisme religieux, la naissance d'une foi universelle. C'est paradoxalement dans la religion que la fusion entre Grecs et Égyptiens est la plus réussie, créant un produit culturel exportable. Pour unifier ces sujets, Ptolémée Ier favorise le culte de Sérapis, fusion d'Osiris et d'Apis. Sérapis adopte l'apparence de Zeus pour les Grecs. Isis est représentée en robe grecque, mais garde ses attributs égyptiens. Harpocrate, Horus enfant, complète ce panthéon. Le Sérapéion d'Alexandrie devient le centre d'une religion qui dépasse les frontières. Au IIIe siècle, le culte d'Isis et Sérapis atteint les îles Égéennes, puis la Babylonie et jusqu'à l'Inde. Isis devient la figure universelle de la déesse mère, dont l'iconographie influencera plus tard celle de la Vierge Marie dans le christianisme. L'Égypte des Lagides offre l'image d'un état d'une modernité surprenante mais fragile. Si les Ptolémées ont réussi à transformer l'Égypte en une puissance financière et industrielle de premier plan, ils n'ont jamais pu résorber l'inégalité fondamentale entre conquérants et conquis. Une capitale prestigieuse, sur la mer, à côté de l'Égypte. La naissance d'Alexandrie n'est pas un hasard géographique, mais une volonté délibérée d'Alexandre le Grand, concrétisée par les premiers Lagides. Choisie pour sa position entre la Méditerranée et le lac Mariou, la ville évite les marécages du delta tout en restant connectée au Nil. L'exploit technique majeur réside dans la construction d'une jetée de 1200 mètres reliant l'île de Faro à la terre ferme. Cette digue crée deux ports de mer, le Portu Magnus et le Portu Eunosto, complétés par un port lacustre pour le commerce intérieur. Le plan hippodamien, tracé par l'architecte Dinocrate, la ville adopte un plan moderne en damier, où les rues rectilignes se coupent à angle droit, à l'opposé du chaos organique des cités anciennes. Alexandrie est une véritable tour de Babel antique où la stratification sociale suit une logique ethnique et géographique. La ville est divisée en 5 quartiers, nommés selon les lettres de l'alphabet. Le quartier royal, occupant un tiers de la ville, il abrite les palais, le musée et la célèbre bibliothèque. Le quartier juif, Delta, situé près du palais. Le quartier égyptien, Rakoti, à l'ouest, où réside la population autochtone. Dans les rues, on croise une foule hétéroclite savants, courtisans, débardeurs, esclaves et l'on y entend un mélange de grecs, d'égyptiens, d'araméens et d'hébreux. Le phare, symbole de la lumière hellénistique. On ne peut évoquer Alexandrie sans mentionner sa 7e merveille du monde. Érigé vers 280 avant notre ère, par Sostrate de Cnide, le phare culmine à environ 135 mètres. Construit en calcaire, orné de marbre et de bronze, il sert de guide aux marins mais aussi de manifeste de la suprématie technique des Ptolémées. Bien que détruit par des séismes au XIVe siècle, ses ruines servant à bâtir le fort de Kébé, le phare a laissé une empreinte indélébile. Le terme arabe al-Manara désigne d'ailleurs à la fois le phare et le minaret, suggérant une filiation architecturale entre cette merveille antique et l'art islamique postérieur.
L'Égypte des Lagides nous apparaît comme un laboratoire de la modernité antique. En déplaçant la capitale vers le bord de mer, en inventant un système bancaire centralisé et en favorisant un syncrétisme religieux universel autour d'Isis et Sérapis, les Ptolémées ont transformé une terre millénaire en un empire-monde. Certes, ce modèle reposait sur une exploitation rigide des populations locales et une domination étrangère marquée, mais il a permis à Alexandrie de briller comme la capitale intellectuelle et commerciale de la Méditerranée pendant plusieurs siècles, laissant un héritage dont les échos résonnent encore dans notre culture contemporaine. Le musée. Fondé par Ptolémée Ier sur les conseils de l'Athénien Démétrio de Phalère, le musée n'est pas un lieu d'exposition, mais un temple des muses dédié à la science. Les savants y sont logés, nourris et rémunérés par le trésor royal. Libérés des contraintes matérielles, ils se consacrent exclusivement à l'étude. Comme le décrit Strabon, c'est un collège de philologues vivant en communauté, une préfiguration de nos universités modernes. Son ambition est l'exhaustivité. Par l'achat et la copie systématique, elle rassemble plus de 200 000 volumes dès ses débuts et une annexe au Serapeillon de 45 000 volumes. C'est grâce à ce travail de conservation que les chefs-d'œuvre d'Échille, d'Hérodote ou de Thucydide nous sont parvenus. Un âge d'or scientifique, les grandes découvertes. Le musée, avec son énorme bibliothèque, est de loin la réalisation la plus importante des Lagides à Alexandrie. L'émulation intellectuelle au sein du musée a permis des percées fondamentales dans presque tous les domaines. Dans l'astronomie et la géographie, Ératosthène calcule la circonférence de la Terre avec une précision étonnante pour l'époque, environ 46 000 km. L'astronomie se mêle parfois à la poésie de cour, comme lorsque Callimaque immortalise la boucle de Bérénice, transformant un vœu de la reine en une constellation toujours reconnue aujourd'hui. Dans les mathématiques et la mécanique, Euclide y rédige ses éléments, base de la géométrie pendant 2 millénaires. Archimède, formé à cette école, y invente sa célèbre vis pour l'irrigation, encore utilisée dans le Nil aujourd'hui. Apollonio de Perga y jette les bases de la trigonométrie. Pour ce qui est de la médecine et de l'anatomie, profitant de la liberté intellectuelle d'Alexandrie, des médecins comme Hérophile pratiquent la dissection. Ils découvrent la circulation sanguine, distinction artère-veine, et donnent son nom au duodénum. Que dire de l'histoire? L'élément égyptien participe à ce rayonnement avec le prêtre Manéthon, qui rédige une histoire de l'Égypte en grec, instaurant la division en dynasties que les historiens utilisent encore. L'historien Diodore de Sicile se rend en Égypte en 59 avant notre ère. Le premier livre de son ouvrage, Bibliothèque historique, écrit en grec, est consacré à une étude des mythes, rois et coutumes de l'Égypte. Il écrit, au commencement du monde, l'homme parut pour la première fois en Égypte, en raison du climat favorable de ce pays et de la nature du Nil. Le déclin et la fin d'un mythe. La disparition de ce phare intellectuel est le fruit d'une lente érosion plutôt que d'un seul incendie. Les flammes lors du siège de Jules César en 48 avant notre ère ont sans doute touché des dépôts, mais la ruine est surtout progressive. Les guerres civiles romaines, notamment sous Aurélien au IIIe siècle, et les conflits religieux du Ve siècle achèvent de détruire le quartier du Bruchium. L'accusation portée contre le conquérant arabe Amr ibn Allah au 7e siècle est un mythe tardif, la bibliothèque avait déjà cessé d'exister bien avant la conquête musulmane. L'Égypte des Lagides a réussi un pari unique, transformer une conquête militaire en une hégémonie culturelle durable. Si le pouvoir politique ptolémaïque s'est effondré face à Rome, son héritage intellectuel a survécu. L'imprégnation égyptienne de la culture hellénistique. Les Lagides ont transformé la vallée du Nil en un axe de pénétration scientifique et militaire. Sous Ptolémée II Philadelphe,
des navigateurs comme Timosthène ou Satiro explorent la Nubie et longent les côtes africaines jusqu'au cap Gardafui, Somalie actuelle. Ces voyages permettent aux savants de fixer les connaissances sur le Haut-Nil. Ératosthène décrit avec précision les conditions de navigation et identifie, au moins indirectement, le Nil bleu et l'Atbara. Dès cette époque, la latitude exacte de Méroé, au Soudan actuel, est connue, devenant un point de ralliement pour les astronomes. Ce corpus de données sera transmis aux Romains, Pline, Strabon, puis au monde byzantin et musulman, figeant la carte de l'Afrique pour plusieurs siècles. La résistance de l'esprit égyptien. Contrairement aux Grecs qui pratiquent une adulation systématique de la royauté, les Égyptiens restent indépendants d'esprit. Si le grec est la langue officielle, les archéologues trouvent autant de papyrus en démotique qu'en grec. Le droit égyptien résiste à l'influence grecque, et c'est finalement le calendrier égyptien qui s'impose à tous. Paradoxalement, c'est la langue grecque, par sa facilité de diffusion, qui va servir de vecteur pour exporter l'héritage culturel égyptien vers le reste du monde antique. Un art du métissage, le colossal et le sfumato. C'est dans l'art que la fusion entre les mondes grecs, égyptiens et africains est la plus spectaculaire. Au contact des temples millénaires, les Grecs contractent le goût du gigantesque, délaissant parfois la mesure athénienne pour des statues monumentales, comme les têtes de Sérapis. On voit apparaître le sfumato, modelé adouci des traits, et l'utilisation du stuc coloré pour les détails. Isis est représenté avec un modelé grec mais porte le nœud et la couronne égyptienne. Le Nil, autrefois représenté comme un homme androgyne chez les pharaons, devient sous le ciseau grec un vieillard barbu entouré de symboles locaux, crocodile, sphinx. L'art lagide innove par une prolifération de statuettes en terre cuite ou bronze représentant des scènes de la vie quotidienne. On y voit des portraits réalistes, parfois grotesques ou humoristiques, d'Égyptiens et d'Africains noirs, témoignant d'une société multiculturelle vibrante. L'adoption de divinités égyptiennes par les Grecs ne s'est pas limitée aux grandes figures solennelles comme Isis ou Sérapis. Les Grecs adoptent avec enthousiasme Bès, une divinité protectrice aux traits volontairement grotesques et difformes. Signe de son intégration complète, on lui invente même à cette époque une épouse, Béza, ou Bézet, partageant sa laideur comique. Ce choix marque une rupture avec l'idéal de beauté classique grecque, on recherche désormais le caractère, l'expressivité, voire la caricature. L'aspect le plus frappant de cette période est l'omniprésence des populations d'Afrique noire dans la production artistique alexandrine. Les sculpteurs abandonnent les stéréotypes pour saisir des scènes de rue authentiques. On trouve des statuettes d'un réalisme saisissant, un jeune noir endormi près d'une amphore, des lutteurs, des musiciens ou des orateurs. La figure noire n'est pas seulement décorative, elle est intégrée aux objets usuels, vases à eau, lampes. On note une absence de peur ou d'exotisme malsain, il s'agit d'une présence familière, intégrée à la vie urbaine. Si beaucoup de ces représentations concernent des métiers populaires, danseuses, jongleurs, l'existence de portraits raffinés et de têtes de grande qualité suggère que des personnalités noires de haut rang fréquentaient également la cour des Lagides. Pourquoi cette attention particulière portée au monde noir ? Deux facteurs principaux se dégagent. L'intérêt des Lagides pour les grandes oasis présahariennes a ouvert des voies de communication directes vers l'Afrique subsaharienne, multipliant les échanges humains. C'est par le biais de cet art hellénistique d'Égypte que la figure du noir pénètre massivement et durablement dans l'imaginaire de l'ensemble du monde méditerranéen. L'Égypte à l'époque hellénistique, ses rapports avec ses voisins. La Cyrénaïque possède une identité grecque ancienne, mais son destin bascule avec l'épopée d'Alexandre. Fondée en 631 avant notre ère, par des Doriens de Théra, Cyrène était le centre d'une pentapole, 5 cités.
Après une période de troubles internes, elle tente de négocier son indépendance avec Alexandre le Grand en 332 avant notre ère. Dès 322 avant notre ère, Ptolémée Ier profite de l'instabilité locale pour annexer la région. Sauf de brèves interruptions, la Cyrénaïque restera sous domination ptolémaïque jusqu'en 96 avant notre ère, date à laquelle elle est léguée par testament au peuple romain. Les Lagides rebaptisent les cités pour marquer leur empreinte dynastique. Tochira devient Arsinoé, Euespérides est déplacé pour devenir Bérénice, Benghazi, et le port de Barca devient Ptolémaïe. Comme en Égypte, on observe une séparation entre le monde urbain et le monde rural. Les villes abritent des citoyens grecs, mais aussi des populations juives importantes et d'autres étrangers. Les campagnes sont peuplées de Libyens autochtones et de mercenaires grecs installés comme colons militaires, clérouques. La Cyrénaïque est une terre d'une richesse agricole immense. Elle exporte du blé en masse, 800 000 médimnes envoyés à la Grèce lors d'une famine, de la laine, des chevaux et surtout le célèbre silphium, une plante médicinale dont les Ptolémées conservent le monopole royal. Un rayonnement intellectuel et artistique majeur. Cyrène n'est pas qu'une province agricole, c'est un foyer de pensée qui nourrit Alexandrie. Fondée par Aristippe, cette école philosophique socratique mineure rayonne sur tout le monde grec. Plus tard, Carnéade le Cyrénéen dirigera même la nouvelle académie à Athènes. Cyrène a offert au musée d'Alexandrie ses plus grands esprits. C'est le cas du poète Callimaque et du savant Ératosthène. Sans l'apport de ces Cyrénéens, Alexandrie n'aurait sans doute pas atteint le même prestige intellectuel. La sculpture cyrénéenne adopte les techniques ptolémaïques. Les archéologues ont découvert des bustes et des statues, notamment de Démosthène ou des Muses, montrant une parenté stylistique frappante avec le réalisme alexandrin. Les bustes funéraires de Cyrène préfigurent même, par leur style, les célèbres portraits du Fayoum en Égypte. L'empire des Lagides apparaît comme une construction politique et culturelle d'une envergure exceptionnelle. En Égypte, ils ont créé un État prédateur mais innovant, faisant d'Alexandrie le centre du monde. Vers le sud, ils ont repoussé les limites de la géographie jusqu'aux sources du Nil et à la corne de l'Afrique. Vers l'ouest, ils ont intégré la Cyrénaïque comme un laboratoire culturel, exportant la science et la philosophie grecque vers l'Afrique du Nord. Ce monde lagide ne s'est pas éteint avec la chute de Cléopâtre VII. En léguant leurs structures administratives, leurs découvertes scientifiques, Euclide, Ératosthène, et leur synthèse religieuse, Isis, Sérapie, à l'Empire romain, les Ptolémées ont assuré la survie de l'hellénisme pour les siècles à venir. L'un des héritages les plus durables des Ptolémées en Afrique du Nord n'est pas militaire, mais spirituel. À partir de la Cyrénaïque, le culte dynastique et les divinités alexandrines, Sérapie et Isis, gagnent la Tripolitaine, Libye occidentale. Bien que cette région n'ait jamais été gouvernée par les Lagides, on y retrouve des sanctuaires majeurs à Leptimania et à Sabrata, où se pratiquaient les célèbres mystères isiaques. Ce phénomène illustre l'universalisation de la figure d'Isis, devenue une déesse de l'espoir pour l'ensemble du monde antique. Le miroir méroïtique, une symbiose entre Nil et savane. Au sud de l'Égypte, le royaume de Méroé, Soudan actuel, entretient des relations amicales et prospères avec les Lagides, notamment sous le règne du roi Ergaménè. Les souverains de Méroé adoptent les codes égyptiens pour affirmer leur prestige. Ergaménè et ses successeurs font ériger des temples de style égyptien, à Dacca ou Debo, et se font inhumer dans des pyramides décorées selon le livre des morts. Malgré cette façade égyptisante, Méroé conserve ses propres dieux et une structure sociale spécifique où les reines, les Candaces, jouent un rôle politique prépondérant. L'archéologie, car nous ne savons pas encore déchiffrer l'écriture méroïtique, révèle un mobilier hybride, comme les lits de style Angareb, encore utilisés aujourd'hui dans la vallée du Nil. La révolution du fer et les techniques agricoles.
Méroé n'est pas qu'un simple reflet de l'Égypte, mais un centre technologique autonome. Contrairement à l'Égypte qui reste longtemps dépendante du bronze, Méroé développe une sidérurgie puissante. Les énormes amas de scories de fer retrouvés près de la ville témoignent d'une production massive d'outils et d'armes, favorisée par l'abondance du minerai et du charbon de bois, acacia. Des deux côtés de la frontière, on utilise les mêmes outils d'irrigation, comme le chadouf et la sakieh. Ces technologies, ainsi que des objets tels que les repose-têtes ou certains instruments de musique, circulent si intensément qu'il est parfois difficile d'en fixer l'origine exacte entre Méroé et l'Égypte.